Il est bien sûr impossible de savoir avec certitude ce que les autres ont dans le cœur, a fortiori nos proches ou les gens que nous connaissons bien, tout particulièrement peut-être ceux que nous connaissons le mieux. Mais planté là, à l'étage supérieur de la gare de King's Cross, d'où je peux suivre des yeux mon vieil ami Osam Zowa tandis qu'il traverse le hall, j'ai l'impression de voir clair en lui, de le percevoir avec plus d'exactitude que jamais, comme si, tout du long, depuis 2 décennies que nous nous fréquentons, notre amitié n'avait été qu'une patiente étude et qu'à présent, par une étrange ironie du sort, alors que nous venons tout juste de nous dire adieu, son portrait se dévoilait enfin. C'est peut-être d'ailleurs dans l'ordre des choses que, au moment où une amitié s'achève inexplicablement, ou décline ou se dissout dans le néant, le changement que nous percevons paraisse inévitable, tel un destin qui s'approchait depuis le début, d'abord lointain, comme quelqu'un qui marche vers nous et ne devient reconnaissable que lorsqu'il est trop tard pour se détourner. Personne n'a jamais résidé plus près de mon cœur. Je suis sûr, en le regardant gagner son train à destination de Paris, cette ville où nous nous sommes rencontrés il y a si longtemps d'une manière si improbable, qu'il porte, à l'endroit précis où les côtes se rejoignent, un invisible fardeau que j'ai la sensation de pouvoir discerner. Du temps où il vivait à Londres, il était rare qu'une semaine passe sans que nous nous promenions ensemble au parc ou le long du fleuve. Nous nous lancions parfois dans des débats houleux, portant généralement sur d'obscures questions littéraires, disputes qui, comme toutes les disputes peut-être, cachaient d'autres désaccords plus profonds. Il m'arrivait, à mon grand regret, tant ce geste m'a toujours paru déplaisant, de planter mon index dans sa poitrine, puis de laisser ma paume y reposer un bref instant, comme pour stabiliser ce qu'il me semblait avoir déposé à cet endroit, et je notais alors, une fois de plus, le dessin si particulier de ses côtes, ses os étrangement saillants, comme dans l'attente constante d'une agression. Il ne sait pas que je suis encore là. Il me croit parti, filant vers le dîner auquel je lui ai dit que j'étais déjà en retard. Je ne sais pas très bien pourquoi j'ai menti. « Tu dînes avec qui » a-t-il demandé. « Personne que tu connaisses » ai-je répondu. Il m'a regardé alors comme si nous nous étions déjà séparés et que le présent était le passé, moi debout sur le rivage et lui à bord du bateau voguant vers l'avenir. C'était le début du roman « Mes amis », écrit par Hicham Matar et publié aux éditions Gallimard. Mon mari, le poète. J'ai rencontré Goran à un festival de poésie. Ses cheveux commençaient à grisonner. Maintenant, ils sont complètement gris, mais il pense que cela fait partie de son nouveau sex appeal, comme il m'a dit un jour. C'était soi-disant pour plaisanter. Je crois qu'il le pense vraiment. Je voulais lui demander si son cheveu rare et son crâne à la texture de cire fondue faisaient aussi partie de son nouveau sex appeal, mais je me suis retenue. Il n'accepte aucune critique. Il se fâche tout de suite, et quand il se fâche, il se met à m'injurier, et cela dure des jours, jusqu'à ce que je donne une preuve de soumission pour qu'il cesse d'être insupportable, comme réciter mine de rien un de ses vers. Récemment, il était en rogne contre moi, parce que j'avais refusé de lire le poème qu'il avait écrit la nuit précédente. « J'ai pas le temps maintenant, demain », lui ai-je dit. « T'as pas le temps pour 3 poèmes, hein ?» J'ai senti la colère dans sa voix, et j'ai immédiatement regretté mon refus, mais c'était trop tard. Quoi que je dise, ça aurait été mal pris, alors je me suis tue. « Vas-y, perroquet savant !» s'est-il écrié en claquant la porte. Il me traite de perroquet savant chaque fois que je suis en train de préparer mon cours pour le lendemain. Selon lui, si j'étais vraiment à la hauteur en histoire, je n'aurais pas besoin de préparer mon cours. Quand on sait, m'a-t-il dit une fois en me regardant avec insolence droit dans les yeux. Quant à ces poèmes, je n'avais vraiment pas envie de les lire
et encore moins de les écouter. Une souffrance qu'il m'impose parfois. Lorsque nous étions amoureux et n'avions pas encore d'enfants, quand nous couchions ensemble et que nous étions allongés, encore essoufflés et en sueur, il se mettait à me murmurer ses vers à l'oreille. Il y était toujours question de fleurs, d'orchidées parce qu'elles lui rappellent la chatte, des vents du sud, des mers. Il évoquait aussi des condiments et des produits exotiques comme la cannelle et des tissus comme le velours. Cela donnait des figures de style où, par exemple, j'avais un goût de cannelle. Ma peau était comme du velours et mes cheveux sentaient la mer, ce qui est faux car ma mère m'a avoué une fois que mes cheveux puaient. Quoi qu'il en soit, dans ces moments-là, ces paroles m'excitaient terriblement. Je m'enflammais de nouveau et voulais refaire l'amour, bien qu'il n'en fût pas toujours capable, de sorte que j'étais obligée de me repasser mentalement ces images et ces mots afin de rester excitée. C'était le début du livre de Roumena Budzarovska, Mon cher mari, publié aux éditions Gallimard et traduit du macédonien par Maria Bajanovska. Je dois quitter Madrid pour voir des arbres, des oiseaux, des sentiers, des forêts, des rivières, des montagnes. Mais c'est quoi cette chose qui s'abat sur le monde? Est-ce important? Mortifère? Est-ce une aversion de la nature? Une destruction ou seulement un petit dérangement sur le chemin vers la liberté et la vérité, vers un être humain plus parfait? Une maladie comme tant d'autres? Un ouragan s'approche, peuplé de créatures invisibles qui ne sont ni des étoiles, ni des météorites, ni des bombes atomiques. Est-ce passager? Est-ce grave? Est-ce universel? L'histoire, c'est-à-dire les événements de portée planétaire, n'étaient pas révolus? Y aura-t-il de la beauté? Je suis à la fois effrayé et reconnaissant envers le hasard, le beau hasard tremblant, roi de tout sans qu'il le sache. Nous lui avons octroyé ce trône sur lequel il ne s'assoit même pas, dormant toute la sainte journée sur ses lauriers, étranger à son royaume, marinant dans les nuages, dans son insondable indolence. Je dois quitter Madrid pour aller dans un bel endroit. Je ferme les fenêtres. Toutes les fenêtres, me dis-je. Écoute leur charnière, écoute les crémones tourner, fais tes adieux. J'éteins les lumières, prends une valise, non, 2, c'est mieux, des livres. Que mettre dans les valises? L'univers dans 2 valises? Je devrais appeler quelqu'un, mais je suis fils unique et mes parents ne sont plus de ce monde. Je continue à fermer les fenêtres. Je suis retraité depuis peu alors que je n'ai pas 60 ans, mais 2 ans de moins. Un des avantages de l'enseignement secondaire, c'est qu'on peut demander sa retraite à 60 ans à condition d'avoir cotisé 30 ans. Il n'y a plus de vieillesse dans la retraite, en tout cas pas dans la mienne. C'est déjà un pas en avant, mais vers où? Qu'a-t-on devant soi? Qu'est-ce que la vieillesse? La veille du confinement, je suis monté dans ma voiture et j'ai fui Madrid le plus vite possible. Les routes commençaient à se vider. J'avais remarqué ce processus et l'observais même avec une certaine exaltation. On aurait dit que la terre-mère reprenait possession de son territoire occupé par des forces primitives, involontaires, anonymes, inconnues. Il y avait une grande beauté dans ces forces quasi surnaturelles, et j'ai pensé à mon âme en espérant que je pourrais un jour la voir de mon vivant. Avant de disparaître de la planète, tout humain devrait avoir le droit, un droit de nature politique, de voir son âme, car sans âme, nous ne sommes pas grand-chose. L'air et le soleil étaient ceux de toujours, pourtant ils se présentaient sous un profil différent, sans doute parce que les éléments de la nature sont et resteront une perception, et non des objets paisibles et achevés. Oui, les humains, leurs existences et leur présence écrasante quittaient le monde, ou plutôt s'estompaient. C'était un peu la débâcle des armées de la vie, de la joie, de la lumière, de la fête. J'avais l'intuition que l'échec et le succès allaient s'égaliser, devenir indifférenciables l'un de l'autre. Car le succès est social, et le confinement une réclusion. C'était le début du livre de Manuel Villas,
Les baisers, traduit de l'espagnol par Isabelle Gugnon et publié aux éditions du Sous-sol. J'ai rêvé d'Odile cette nuit. C'est assez rare pour que je le note. Petite, je rêvais beaucoup d'elle comme de mes parents. C'était les rêves les plus graves de ma vie. Et puis ça m'est passé. Ce qui devrait m'étonner, c'est de ne pas retrouver Odile en rêve plus souvent. Nous étions dans un immense appartement à Rome, ville où je n'ai jamais foutu les pieds, mais dans mon rêve, ça ressemblait à Nice. La même lumière, la même odeur, et j'ai su, avant de la voir, qu'Odile était là. Je l'ai senti. Je me baladais, croisant des gens que je connaissais et qui n'avaient aucune raison de se trouver là, et un parfum, comme un long ruban, me reliait déjà à Odile. Au détour d'un couloir, me voilà dans une chambre où des couples copulent. On entend des glapissements qui sonnent faux, c'est la musique polie de l'échangisme mondain. Chacun essayant de donner un beau spectacle, l'attention vite lassée, tournée vers le public. Je me pose, contre le bord d'une crédence, un verre à la main. Je me fais la réflexion qu'il faudrait ralentir ma consommation, comme si j'étais à 20 centilitres d'être aspirée dans la mêlée. Et soudain, se détachant de la foule, voilà Odile qui débarque, vêtue de velours noir, étend un bras autour de moi, m'embrasse une joue. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Je ne sais pas, Odile, je crois qu'au début, je devais aller chez mon comptable. « Ah, toi aussi ?» Odile se marre, allume une cigarette. Il se trouve que notre comptable, car c'est notre comptable, a déménagé, on ne sait pas trop où, et impossible de savoir ce que font tous ces gens ici, mais bon, on pensera à notre déclaration d'impôt plus tard. « Tu m'avais manqué », dit Odile. Et avant que je puisse lui répondre, elle a déjà disparu. Il ne reste d'elle que le souvenir de son visage, planant au-dessus du mien. Les 15 centimètres desquels Odile me surplombe l'ont gravé en moi comme une statue, une autorité vaguement inquiétante et à laquelle je pensais souvent le soir avec gravité. C'était le début du livre Odile l'été d'Emma Becker, publié aux éditions Julliard. D'abord ce nom, Alexandre Perrin. Et un peu plus loin, ce geste étrange et criminel, un coup de planche. La coïncidence me fait rire sur le moment. Quand je dis que j'en ris, c'est de son rire à lui, bien sûr. L'affaire s'est déroulée dans les environs de Lyon. L'article prétend que le coupable s'est rendu après 24 heures à se cacher dans la nature. Non, vraiment, je n'y crois pas une seconde. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il s'agisse d'un homonyme. Alexandre Perrin, c'est tout de même très commun. Et puis ce genre d'histoire ne lui ressemble pas du tout. Avant d'aller me coucher, je dépose le journal en haut de la pile et je n'y pense plus jusqu'à la visite d'Héloïse le week-end suivant. Elle arrive au chalet en début d'après-midi. Les brebis chôment à l'ombre des épicéas. Les deux patous, Iceberg et Jazzy, se relèvent pour venir la renifler, elle et surtout la caisse de la chatte. Héloïse libère Gentiane devant les deux chiens de protection qui se mettent à ronchonner, mais ils ne la confondent ni avec un renard ni avec un lynx. Ils la connaissent. Ils savent qu'elle ne veut aucun mal aux brebis et retournent se mêler au troupeau. Héloïse s'assied dans l'herbe à mes côtés et m'apprend qu'à cause du nombre de demandes de mutation, on va devoir attendre au moins la rentrée prochaine pour la réunion. Elle risque de débuter comme TZR, titulaire de zone de remplacement, et ça ne la dérange pas. Le fait que l'échéance soit assez lointaine me rassure plus qu'autre chose. Le projet reste à l'état de fantasme, d'idées vagues. Je profite de sa présence pour descendre en direction du col en voiture et ramasser du bois mort que je charge dans le coffre. Un groupe de randonneurs de mon âge s'arrête taper la discute et je leur conseille de prendre tout droit en direction du petit Montrond afin d'éviter le berger qui n'est pas commode
et ces chiens qui peuvent être dangereux. Ils repartent en me remerciant de ma gentillesse à la bonne blague. On n'est qu'au début du mois de juin et la montagne attire chaque week-end de plus en plus de monde. Ça commence à me stresser. Les soirées sont fraîches. Il fait moins de 10 degrés dehors, guère plus à l'intérieur. Une fois les 2 chiens de travail attachés et les brebis rassemblées dans leur parc de nuit, on se pose dans la grande pièce devant le poêle Baudin. Héloïse ouvre son ordinateur, active le partage de connexion sur son téléphone et me bombarde d'images de forêts tropicales qui n'ont rien à voir avec nos forêts de hêtres et d'épicéas, bien sûr. La végétation est nettement plus variée et colorée à La Réunion. Héloïse dit « luxuriante » et en réaction, je pense « clinquante ». Les fruits, regarde les fruits. On va manger des mangues, des papayes, des ananas. Et je lui réponds que des ananas et tout ça, on peut déjà en manger toute l'année ici. Mais elle est tellement enthousiaste qu'elle reste au premier degré. Oui, mais là, on les cueillera aux arbres. C'était le début du roman La Foudre de Pierrick Bailly, publié aux éditions POL. Le vent soulève le sable. Je n'ai jamais vu autant de courants dans l'océan. Nous sommes pratiquement seuls sur la plage en ce samedi de début septembre. L'été touche à sa fin, mais il en reste des bribes. Nous posons nos serviettes. J'enlève mes baskets. Mon père entre dans l'eau le premier. Pendant que je mets mon maillot de bain, je ne le quitte pas des yeux. On entend seulement le bruit de l'océan. L'écume est tellement abondante que le bleu vire au blanc. Sa mousse, après avoir atteint ma peau, s'évapore en une fraction de seconde. L'eau ne me semble pas froide. Je n'ai jamais craint l'eau froide. Je m'applique à le rejoindre. Chaque vague me déporte vers la gauche. Je finis par me jeter sous l'une d'elles pour évaluer sa force. Si mon visage résiste, si je ne suis pas emportée, je sais que je peux rester dans l'eau, je ne risque rien. Les vagues s'enchaînent à une vitesse irréelle. Je n'ai pas vraiment le temps d'être à la surface. Sans nous parler, nous savons que le moment est venu de sortir. Le sel ruisselle sur nos peaux. Nos yeux sont éblouis par le soleil de fin de journée. Nous sommes là, nous sommes vivants. Lui qui a failli mourir, moi qui voulais mourir. La nuit n'est pas complètement noire. La lumière du couloir s'immisce sous la porte de la chambre. On nous veille en entrant à plusieurs reprises dans un silence discret. La porte qui se referme confirme à chaque fois que tout va bien. Combien de fois, pendant toutes ces années, me suis-je répété « jusqu'ici tout va bien » pour minimiser le chaos? J'effleure ma peau avant de la toucher, cherchant à vérifier que c'est bien moi qui suis là, gisant dans ma propre obscurité. Jusqu'où va-t-on par amour? Où nous conduit-il? Dans le lit de la clinique psychiatrique où je viens d'être admise, au loin, j'entends le bruit d'un train. Il me ramène sur les quais, sur nos quais, à elle et à moi, sur ceux où nous nous sommes aimés, sur ceux où nous nous manquions déjà, sur ceux où nous nous sommes déchirés, sur ceux où nous nous sommes quittés. Ces trains que je prenais tous les mois à l'époque pour la rejoindre. Avant que le wagon ne s'immobilise complètement, mes yeux regardaient par la fenêtre pour tenter de la voir. Quand elle apparaissait, je n'avais plus qu'à emprunter ces 3 marches qui me séparaient du sol, me jeter dans ses bras, sentir son odeur et sa chaleur comme s'il n'y avait jamais eu l'absence. Les derniers mois avant notre séparation, elle n'était plus sur le quai. Elle m'attendait plus loin, dans sa voiture. Et c'était toujours la même déception quand je ne la voyais pas. Comme si elle ne m'attendait plus et que sans cette attente, il n'y aurait pas la joie. Comme si le début d'un abandon s'esquissait et se précisait à chaque descente de train face à ma solitude. J'avais commencé à détester Paris quand j'ai fini par admettre qu'elle ne viendrait jamais m'y retrouver. C'était le début du livre d'Aurélie Lacroix, L'unique objet de mon regard, publié aux éditions Cambourakis. Marcel, Oui, pourquoi avez-vous appelé votre cabane la villa des privés d'amour? je sais pas. Je sais pas trop parler de ça. Je suis habitué à ne rien dire. Je comprends.
En fait, si. Avant, dans les familles d'éleveurs, il y avait plusieurs enfants, 6 au moins. Il devait toujours y avoir un berger pour s'occuper des bêtes. Et les parents envoyaient dans la montagne celui qu'ils aimaient le moins. Ça a été mon cas, à 14 ans. Mes parents avaient de sacrées préférences. Maman surtout. Mais les mamans, elles font ce qu'elles peuvent. Marcel avait gravé le nom de sa cabane au couteau, juste au-dessous de sa porte. Il avait 63 ans quand je l'ai rencontré. Et depuis toujours, il montait ici, dans la vallée d'Aspe, avec ses 1000 brebis. Il avait des rides profondes, une grosse moustache, des yeux noirs, des cheveux gris épais. Il fumait des roulés, il portait un béret, un t-shirt avec la faucille communiste et il faisait du fromage. Et moi, Marcel, je voulais absolument lui parler parce que j'avais besoin de réponses. J'avais le cœur brisé. Je n'avais qu'une seule question pour lui. C'est quoi l'amour ? Parce que l'amour, je n'y croyais plus. Je ne me sentais pas aimée. Je ne le voyais pas autour de moi. Ça faisait des années que j'étais journaliste pour la presse américaine. Je couvrais l'Europe en vidéo, la crise de la dette, la pauvreté, la politique, le chômage, l'immigration, le chaos, la détresse, en boucle. Avec des deadlines ultra serrés et une pression terrible. Je n'avais pas le temps de digérer la douleur des gens que j'étais déjà dans un avion, un train, devant une autre famille. Je me souviens, je venais de rentrer d'Espagne et je faisais des cauchemars terribles. J'avais passé 2 semaines à travailler sur l'esclavage sexuel des femmes. J'étais rentrée à la maison, mais elles étaient toujours là-bas, dans la rue, dans les bordels, à se faire violer 10-15 fois par jour. Comment est-ce que je pouvais laisser cette douleur derrière moi ? À mon retour, tout ce que je voulais, c'était de la tendresse, de l'affection, du réconfort, de l'amour, quoi. Mais je n'en recevais pas. Ce que tu fais, c'est pas assez bien, Stéphania. Cette phrase, il me la martelait, mon copain. Je n'en faisais jamais assez. Il me le répétait sans cesse, et je le croyais parce que je l'aimais. Alors je le buvais, son poison. Et quand je suis tombée à terre, il m'a quittée. Il avait fait son boulot. J'étais morte à l'intérieur. Mais j'avais tellement de travail, et je ne voulais décevoir personne. Il fallait que je reste concentrée. Bosse, Stéphania, bosse. Un soir, j'étais chez moi, toute seule, en pyjama, jogging, sweat à capuche, et je regardais un documentaire. Mon téléphone vibre. Prise d'otage au Bataclan. Putain, le Bataclan, c'est en bas de chez moi. J'ai pris ma caméra et j'ai foncé. T'es dessus ? C'était mon boss au New York Times. Oui. J'étais toujours en pyjama. C'était le début d'Amour, un livre de Stéphania Roussel, paru aux éditions Actes Sud. Une fois qu'il eut créé le monde, Dieu se prit à regretter son ouvrage. Il alla voir le diable, qui lui demanda « Quel est le problème ?» « Il y a un serpent dans mon paradis », exposa Dieu. « Tiens donc, répliqua le diable sans dissimuler son sourire mielleux. Il claqua des lèvres, attendant que Dieu baisse la tête pour lui demander une faveur, et ainsi fit Dieu. « Donne-moi un enfant de Dieu, et je ferai ce que tu veux, je retirerai mon serpent de ton paradis, annonça le diable à Dieu, agenouillé devant lui. « Un enfant de Dieu » répéta Dieu. « Oui, un enfant de Dieu » énonça le diable. Après quoi, Dieu réfléchit. « Très bien, finit-il par dire, désespéré. Je te donnerai un enfant pour cela. » 22 janvier 2000. J'ai vu un homme trouver la malle mort. J'ai vu le bras d'un soldat arraché sur une grande route. On aurait dit un brochet extirpé de sous la terre. J'ai vu des frères séparés à la naissance, des maisons incendiées et des bâtiments écroulés, fenêtres cassées, vaisselle brisée, affaires volées,
Tellement d'affaires, tu ne croirais pas combien il reste d'affaires quand la vie est tabassée autour d'elle. Les objets meurent aussi lorsqu'on les prive de leur propriétaire. J'ai vu des choses horribles, horreur sur horreur, des cadavres échoués sur le rivage comme des bois flottés, des actes monstrueux, malsains, d'irrémissibles péchés, des tireurs alignés, un plein village d'enfants et leurs parents à genoux, leurs victimes, et moi je savais que sous peu, plus un seul ne serait en vie. Aujourd'hui, c'est affiché en gros dans ma tête, cette expression que chacun d'eux avait, leur conscience d'une fin imminente donnait à leur visage l'air vide et figé des poupées de porcelaine. Et même s'ils se soutenaient et s'agrippaient les uns aux autres et se pissaient dessus et nous suppliaient de ne pas tirer, ils se touchaient quasiment comme des étrangers, les maris leurs femmes et les mères leurs enfants. En se pressant les uns contre les autres, ils se repoussaient alors qu'on aurait pu s'attendre à l'inverse. Ça m'a surpris qu'à un moment pareil, vivre soit si contraire à l'amour, une sensation de mort si vivide. J'ai tenu dans ma paume le cœur d'un ami, enfoncé la main dans sa poitrine déchiquetée, saisi son aorte déchirée, glissante comme une anguille, senti contre mes phalanges ses vertèbres pareilles à des dents, reposé mes doigts sur les oreillers mouillés de la plèvre. J'étais couché près d'un homme tombé sous les balles. Dans les bois, je couchais à son côté, je ne pouvais pas l'abandonner. Tu le crois, je ne pouvais rien faire, sinon veiller à ce qu'il reste en vie. Et je nouais mes bras autour de lui et les pressais sur les bandages, et je sentais chaque tentative que faisait son cœur pour battre à son rythme habituel, le grondement des organes à l'intérieur et le ventre s'emplissant de sang et durcissant, le mouvement effaré de chaque organe, comme la voix d'un animal étranger. C'était le début du roman Bola de Pachtim Statovski, traduit du finnois par Claire Saint-Germain aux éditions Les Argonautes. Je suis restée assise sur mon lit je ne sais combien de temps. Je pensais, s'il vient dimanche, je vais mourir. Après une éternité, j'ai appelé Anna. Mon père a décidé de passer à Bruxelles. Je me suis acharnée à le faire changer d'avis. Il a tenu bon. Elle a répondu que cela me pendait au nez. 5 mois sans vous voir alors que tu es toute sa vie, la pandémie a bon dos, mais quand même. Elle a ri et tout s'est étranglé dans ma gorge. Avant que tu descendes du train, il faut que je te dise 2 ou 3 choses. Ma vie à Bruxelles n'est pas exactement comme je te l'ai raconté. Si tu débarques sans savoir, tu pourras en avoir un choc. Même si tu répètes avec tes années de maton, à force ton cœur est bien accroché. Face à face, je n'y suis pas arrivée. La dernière fois que je suis rentrée à Arlon, j'avais pourtant préparé toutes les phrases, mais rien. Je vais te dire tout et on verra bien. Voilà, c'est parti. D'abord, il faut que je te dise que je t'aime. Quoi que tu lises, je t'aime. De ça, j'en suis sûre. De ça, je ne doute jamais. Si j'en suis réduite à écrire des mots que je n'ai jamais prononcés, ça ne va pas être de la tarte. Dès le début, je ne suis pas un garçon comme les autres. Je ne marche pas, je ne respire pas, je ne ris pas comme eux. Je déteste leurs jeux, leurs rites. À la maison et chez mamie, je dessine des princesses, des fées, des gâteaux et des chaumières. J'ouvre la malle à déguisement, je m'invente une autre vie. Certains s'étonnent de mon manque de virilité. Tu dis que c'est normal quand on a perdu sa maman si jeune. Tu prends la faute sur toi, tu me protèges trop. Tout finira par rentrer dans l'ordre. C'est une question de temps, de confiance, de patience. Henri raconte qu'à la mort de maman, il t'a retenu de te jeter par la fenêtre. Il t'a dit « il faut que tu t'accroches pour le bébé ». C'est grâce à moi que, peu à peu, tu retrouves la force de travailler, de cuisiner, de remonter sur un vélo. Je suis la chance de ta vie.
C'était le début de Strange, un roman de Geneviève Damas, publié aux éditions Bernard Grasset. Michel Adanson se regardait mourir sous les yeux de sa fille. Il se desséchait. Il avait soif. Ses articulations calcifiées, coquilles d'os fossilisées, ne se dénouaient plus. Tordues comme des sarments, elles le martyrisaient en silence. Il croyait entendre ses organes défaillir les uns après les autres. Des craquements intimes, lui annonçant sa faim, crépitaient faiblement dans sa tête, comme au départ du feu de brousse qu'il avait allumé vers le soir, plus de 50 ans auparavant, sur une rive du fleuve Sénégal. Il avait dû se réfugier très vite sur une pirogue d'où, en compagnie de ses laptos, les maîtres des eaux fluviales, il avait contemplé une forêt entière flambée. Les soumpes, dattiers du désert, étaient fendus par des flammes environnées d'étincelles jaunes, rouges, bleues irisées, qui virevoltaient autour d'elles comme des mouches infernales. Couronnés de flamèches fumantes, les palmiers rognés s'effondraient sur eux-mêmes, sans bruit, leurs énormes pieds entravés au sol. À proximité du fleuve, des palétuviers gorgés d'eau bouillaient avant d'éclater en lambeaux de chair sifflante. Plus loin, à l'horizon, sous un ciel écarlate, l'incendie chuintait en lampant la sève des acacias, des anacardiers, des ébéniers, des eucalyptus, tandis que ses habitants fuyaient la forêt en geignant de terreur. Rats musqués, lièvres, gazelles, lézards, fauves, serpents de toute taille, coulaient dans les eaux obscures du fleuve, préférant mourir noyés plutôt que brûlés vifs. Leurs plongeons désordonnés troublaient les reflets du feu sur la surface de l'eau. Clapotis, vaguelettes, submersion. Michel Adanson ne croyait pas avoir entendu cette nuit-là la forêt se plaindre. Mais alors qu'il était consumé par un incendie intérieur aussi violent que celui qui avait illuminé sa pirogue sur le fleuve, il soupçonnait que les arbres brûlés avaient dû hurler des imprécations dans une langue végétale, inaudible aux hommes. Il aurait voulu crier, mais aucun son ne parvenait à franchir sa mâchoire tétanisée. Le vieil homme pensait. Il ne craignait pas sa mort. Il déplorait qu'elle soit inutile à la science. Dans un dernier élan de fidélité, son corps, qui battait en retraite devant la grande ennemie, lui offrait un décompte presque imperceptible de ses renoncements successifs. Méthodique jusque dans son trépas, Michel Adanson regrettait d'être impuissant à décrire dans ses cahiers les défaites de son ultime bataille. S'il avait eu le moyen de parler, Aglaé aurait pu être sa secrétaire d'agonie. Il était trop tard pour se raconter mourir. C'était le début du roman La porte du voyage sans retour, ou Les cahiers secrets de Michel Adanson, écrit par David Diop et publié aux éditions du Seuil. Vous marchez sur nous. Je ne sais pas si vous savez. Non, je crois que c'est quelque chose que vous avez oublié. Vous vivez de nous. Nous sommes le prix de ce que vous êtes. Vous ne vous posez pas la question. Vous savez bien pourtant que toute chose a un prix, que c'est comme ça que marche le monde. L'appartement est situé 2e étage, porte gauche. C'est un logement de type F3. La chambre et le débarras donnent sur le parking et la rue. Les autres pièces sur l'arrière de l'immeuble.
La chambre est encombrée de vêtements, d'objets, de vieux papiers. Le volet est en PVC blanc, est à moitié déroulé. Le lit est fait, la couverture repliée au bout du lit. Dans la pièce d'à côté qui fait usage de débarras sont entassés des sacs, des valises, des cartons vides. La cuisine est équipée d'une gazinière, d'un congélateur posé sur le frigo, d'une table en formica. Il y a une tasse et une casserole dans l'évier. Des sacs en plastique pendent à une patère scotchée au mur. Dans la salle de bain, des seaux débordent de linge. Tout est marron dans le salon. Le linoléum du sol, le papier peint des murs, le contreplaqué des meubles. Un marron vieilli, rendu encore plus marron par le temps qui paraît avaler les autres couleurs. Sur le buffet, des photos en noir et blanc, un homme en uniforme, calot et fourragère à l'épaule, une femme, des enfants devant une maison. Une tasse retournée, 2 chats en porcelaine, des cartes postales, des roses artificielles roses. À droite de ce buffet, un fauteuil, sur le fauteuil des vêtements. La table est au milieu de la pièce. Elle est recouverte d'une toile cirée à motifs bleus et jaunes et d'un set de table en plastique rouge. Elle est pleine d'objets. Des papiers, des journaux, un magazine de mots croisés, une bouteille d'eau minérale, des boîtes de médicaments, une télécommande, un verre, un étui de carte bancaire Crédit Lyonnais, des coupons de réduction Hypermarché, la carte de visite d'un rhumatologue mentionnant 2 rendez-vous sans précision, 2 mois ou d'année, mercredi 22, vendredi 24. Une masse de revues publicitaires jonche le sol, parmi elles un magazine pornographique daté, les prix sont en francs, une chaise est retournée. Elle est par terre, à gauche de la table, sur le dos, jambes écartées, coude au sol, main sur la poitrine. Les yeux sont mi-clos, la bouche est ouverte, la langue est noire. Elle porte une robe de chambre rose et une chemise de nuit blanche à fleurs. Son pied droit est chaussé d'une pantoufle, la seconde a glissé sous le buffet. La robe de chambre est boutonnée jusqu'au nombril, la chemise de nuit remonte jusqu'à la taille. Elle porte une couche de vieille, elle est vieille. Le haut du corps, de la tête aux épaules, baigne dans une flaque de sang, dans une mare de sang. C'était le début du livre de Constance Debré, Offense, paru aux éditions Flammarion. Apparemment, c'est ce matin que j'aurais dû mourir. Je me préparais pour aller au travail, j'étais en train de me doucher quand j'ai ressenti une douleur sourde et métallique dans la poitrine et la gorge, un goût de ciment sur la langue. Je suis sorti de la douche avec une sensation d'indicible fatigue et j'ai enfilé mon peignoir sans me sécher. Sandja était déjà prête à sortir de l'appartement, elle partait travailler, quand elle m'a aperçu par la porte ouverte de la salle de bain. Je lui ai dit que je ne me sentais pas bien, que j'allais me remettre un peu au lit, la fatigue n'allait pas tarder à passer, elle pouvait sans problème y aller. Elle est restée. Humide, les cheveux mouillés, emmitouflée dans mon peignoir, je me suis étendu sur le lit. Je me sentais de plus en plus mal. Elle m'a apporté un thé froid que j'ai bu, ça ne m'a rien fait. Alors, en dernier recours, elle a appelé le SAMU. Ensuite, impatiente, elle est allée scruter la rue par la fenêtre, guettant l'ambulance. Je n'avais pas la force de me tourner sur l'autre flanc pour la voir à son poste d'observation. Je fixais le canapé sur lequel elle avait été assise. Soudain, je me suis senti vulnérable, parce qu'elle n'était pas là où elle était quelques instants seulement auparavant. Puis j'ai regardé la photographie au mur, au-dessus du canapé. Lhasa, tôt le matin, un jeune moine bouddhiste vient de sortir par la haute porte en bois d'une maison en pierre et il descend à présent une étroite ruelle pavée. Devant lui, un ruban de brume matinale, un petit nuage blanc, comme un fantôme auquel le moine en robe rouge emboîterait le pas. Je suis du regard le nuage blanc au-dessus de la venelle tibétaine.
Et dans mon dos, Sanja a dit « Ils sont là ». Puis elle est revenue dans mon champ de vision. Elle a ouvert la porte, elle scrutait le couloir, inquiète, se retournait de temps en temps vers moi. Ensuite, des inconnus du SAMU ont investi notre chambre et se sont prestement assis autour de moi sur le lit. Je n'avais jamais vécu une intrusion si brutale dans mon intimité. Parfaitement à l'aise, sur deux, ils inspectaient la pièce où ils étaient arrivés, ils m'inspectaient, moi, vantaient les motifs à fleurs du couvre-lit sur lequel j'étais allongé, des inconnus dans ma chambre. Une jeune fille en uniforme bleu qui venait d'ouvrir mon peignoir, si bien que j'étais nu devant tout le monde, a demandé « Monsieur, quel âge avez-vous » 50 ans. Une fois passé le choc initial, le calme s'est installé. Je regardais tout autour de moi, sans émotion, c'est-à-dire sans peur. Et maintenant que c'est fini, je me souviens de ces événements comme si j'avais été un spectateur extérieur, comme si ma conscience s'était détachée de mon corps et avait observé ce qui m'arrivait presque avec indifférence. Le choc n'a pas eu lieu quand la jeune fille en uniforme bleu s'est écriée « Monsieur, vous êtes en train de faire une crise cardiaque. » Là, j'ai ressenti de l'apaisement. Parce que ma conscience a pris le pas sur mes émotions. Dans les films, quand ils mettent en scène un état limite comme celui-ci, ils coupent souvent le son de l'image, et parfois ils ajoutent même un ralenti. C'est le rendu mécanique de la conscience à l'œuvre. La conscience se comporte comme l'objectif froid de la caméra. C'était le début du roman « Le matin où j'aurais dû mourir » de Semezdin Mehmedinovic, traduit du bosnien par Chloé Billon aux éditions Le Bruit du Monde. Le château. Mes grands-parents maternels, Boris et Tsila Jampolski, avaient 65 ans lorsqu'ils ont acheté sur plan un appartement de 2 pièces avec balcon au 8e étage d'une tour dans le 13e arrondissement de Paris. J'ai écrit leur adresse, 194 rue du Château des Rentiers, 75 013 Paris, sur des enveloppes et des cartes postales pendant près de 30 ans. Château, rentier. Pas une fois, je ne me suis interrogée sur le sens, le poids que possédaient peut-être ces mots pour 2 juifs immigrés en France au début des années 1930. Mon grand-père de remplacement, ancien communiste, ayant connu les camps de prisonniers, ma grand-mère de sang, devenue veuve après la déportation et l'assassinat de son premier mari par les nazis, issus l'un comme l'autre d'un milieu populaire n'ayant jamais perdu leur accent. Un château. Ose-t-on seulement rêver lorsque l'on a vécu l'exil et les privations ? Rentier. N'est-ce pas le statut que l'on réprouve tout en l'enviant quand on a porté autrefois le petit foulard rouge des pionniers ? Le hasard des noms de rues et un marché immobilier à la baisse ont fait de mes grands-parents les habitants d'un château qui n'était pas peuplé que de rentiers. Un château en béton plaqué pierre de taille avec des portes d'ascenseur orange, des dalles en pierre de Bourgogne industrielle, d'immenses miroirs dans lesquels je me suis vue grandir, d'interminables couloirs revêtus de moquettes, des portes en bois contrecollées et de larges balcons pourvus de balustrades en fer d'où l'on pouvait voir et entendre les élèves du CES rue Yéon Thomas, le collège où il ne fallait pas aller si on voulait faire des études plus tard. Le collège où il y avait des blousons noirs, disait-on, des voyous. N'est-ce pas l'un d'eux qui a volé la montre à cristaux liquides que mon frère avait reçue à l'occasion de sa bar mitzvah parmi une armée de stylos à plumes et un bataillon de radio-réveil ? La rue du Château des Rentiers était une de celles que j'empruntais pour me rendre à la piscine en primaire et plus tard pour aller au collège et au lycée. Je lisais, sans y prendre garde et plusieurs fois par jour, les mots inscrits sur la plaque métallique bleue de son cadre vert. Et ces mots ne signifiaient rien pour moi. Ou alors, cheveux mouillés, bonnet oublié, paquet de chips achetés au distributeur à la sortie du vestiaire, contrôle de physique insuffisamment revisé,
Rendez-vous à 13h30 sur les marches du lycée avant l'orchestre. Et bien sûr, papy et mamie Jean-Polski, mes grands-parents, qui m'avaient transmis le goût de la langue russe, de la pâte brisée, des noix, des foies de volaille hachées, des graines de pavot et d'une littérature peuplée de personnages aux noms changeants. Alexandre était aussi Sacha, Dimitri Mitya, Nastasia Nastia, Elena Yolka, et interminables car couplés à leur patronyme en off ou en ofna, en ski ou en skaya. Une onomastique si riche qu'elle fonctionna pour moi comme une initiation à la musique, à la complexité des identités, à la généalogie. C'était le début du livre d'Agnès de Sarthe, Le Château des Rentiers, publié aux éditions de l'Olivier. Les fourmis passent près de mon visage. Je pose un verre en travers de leur fil. Les premières butent contre l'obstacle, mais très vite, la file se réorganise et le contourne. Derrière la courbe transparente, elles deviennent monstrueusement géantes, puis reprennent leur taille d'origine. Je retire le verre et leur barre le passage avec une main à plat. Cette fois, elles ne cherchent plus de déviation. La première monte sur mon doigt, suivie des autres. Elles se passent le chargement le temps de l'escalade et font de même sur tous mes doigts, leur corps comme les perles d'un bijou très fin. Plus tard, le corps de Vera, étendu en travers de la couverture. Je dois me caler. Il n'y a plus de braise, mais je transpire. Nous sentons la fumée, le lard. Je me relève pour changer de vêtements. La fenêtre ferme mal dans la cuisine. J'essaye de la cloisonner. Un animal crie. Le ciel est à l'orage. Vent dans les aulnes glutineux. Il ne fait pas si froid pourtant. Le mal de ventre s'est accentué. Je réchauffe la bouillotte. Vera ne transpire pas. Elle. Son corps est un roc. Elle m'a fait de la place. Elle se tient en boule, genou contre la poitrine. J'essaye de me rendormir. Après un moment, je sens de minuscules secousses dans mon dos. Je me retourne, touche son épaule. Ma main redevenue chaude, sèche. Les secousses se brident et repartent, plus saccadées. Vera se recroqueville. Je caresse sa joue. Elle ruisselle. Je descends mon bras au creux de ses hanches, serre sans comprimer. Vera déplace mon bras sur son ventre et tient ma main. Nous sommes restés une éternité ainsi. Une respiration ample a remplacé les spasmes. La main de Vera est retombée. Elle repose près de son cou. À la fenêtre, la pluie crachote. 14 novembre. Fin du matin, soleil pâle. Le vent a recouvert de feuilles la statue, sa peau granuleuse, seul son visage émerge, penché sur l'eau. Vera et moi sommes agenouillés au bord de l'étang, à nous demander si nous rêvons. Juste sous la surface, des plantes s'entrelacent. Elles ont la forme du trèfle, la taille d'un visage. Nous n'avons jamais vu ça dans cet étang. Le verre éclate, si vif qu'au-dessus de la tourbe, il paraît phosphorescent. Reflets des arbres nus, on dirait qu'ils font l'essayage des feuilles du printemps. Vera se redresse. Soudain, à l'endroit précis où la statue a fixé son regard, l'eau se brouille et la clé de notre maison s'enfonce, à peine ralentie par la fresque des feuilles qui ondule sous l'onde concentrique, toujours plus grande jusqu'aux rives, jusqu'à faire trembler l'image du château sur la colline. Dans les contes de mon père, l'étang ne reflétait rien, pas même les astres. Je sais bien qu'il inventait. Toute forme d'eau dans la lumière réverbère l'univers.
L'apparition de ces feuilles est si troublante que dans un même geste, Vera et moi levons la tête et regardons les arbres, la colline, le château, vérifiant leur présence. Je me redresse aussi. Ma sœur prend ma main. Je ne sais pas si elle s'accroche ou cherche à me soutenir, mais à cet instant précis, je suis certaine que nous pensons la même chose. Maintenant, il faut s'en aller. Retourner dans la maison, prendre nos valises, nous enlacer sur le perron, avant de partir dans les sens opposés en bas de la pente. Pour la dernière fois, nous fermerons la porte. Il faudra descendre, laisser derrière nous cette maison sans verrou, sans volets ni rideaux. Notre maison n'est pas une ruine. Elle ne le sera jamais. Ces pierres continueront d'être ce qu'elles ont été, un abri. Et alors que nous y allons, l'étang réfléchit le pigeonnier comme un phare, tenu par ceux vers qui l'on se retourne encore pour dire adieu. C'était la fin du livre Le vieil incendie d'Elisa Chua du Sapin, paru aux éditions Zoé, et c'est la fin de notre lecture.